Bien, nous allons commencer, chers collègues. Nous reprenons nos travaux d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, en recevant cet après-midi les responsables de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, IGECR, avec Madame Dominique Marchand, directrice, Madame Christelle Gillard, chef du pôle des affaires juridiques et contrôle, et Monsieur Éric Roser, responsable du collège expertise administrative et éducative. Je vous remercie d'avoir accepté d'avancer l'horaire de cette réunion. Ce changement est la conséquence d'une modification de l'ordre du jour de la séance publique. Comme vous le savez certainement, nous avons entendu le lundi 31 mars la Direction générale de l'enseignement scolaire, la Direction générale des ressources humaines, la Direction des affaires financières et le service de la défense et de la sécurité. Nous avons déjà évoqué le rôle de l'inspection générale, mais nous allons pouvoir aller plus loin avec vous aujourd'hui. Je précise que cette réunion est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis il sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit, ce qui sera publié. Notre échange prendra la forme de questions et de réponses. Je poserai les premières questions, puis les deux rapporteurs vous poseront des questions, Paul Vanier et Violette Spilbou. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées dans le cadre de travaux d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, à lever la main droite et à dire « je le jure » dans le micro, s'il vous plaît, et à tour de rôle. Je le jure. Il faut désactiver votre micro. Voilà, très bien. Je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Ma première question, donc, est la suivante. Pouvez-vous nous indiquer, par type de mission de contrôle ou d'inspection, combien et quelle proportion d'établissements scolaires publics, privés sous contrat et privés hors contrat ont été contrôlés l'année dernière et les prévisions pour l'année scolaire en cours? Je vous laisse la parole. Est-ce que vous souhaitez que nous fassions un préalable sur les missions de l'IG ou est-ce que vous souhaitiez que nous répondions très directement à votre question, Madame la Présidente? Alors, ce sera comme vous voulez. Comme vous voulez, les deux sont très bien. Donc peut-être un petit rappel en préambule. Très bien. Pour les membres de la Commission et pour vous-même. Donc d'une part pour rappeler que cette inspection générale est le fruit de la fusion de 4 inspections générales en 2019, donc IGAENR, hygiène, inspection des bibliothèques, inspection du sport et de la jeunesse. Et ce qui a son importance, y compris par rapport à votre question d'ailleurs sur le volume d'activité, ce qui a une importance au regard des champs d'activité de l'inspection générale qui concerne aussi bien ce qui est de l'ordre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, des sports, de la bibliothèque et plus largement de la lecture publique. Et donc ce qui fait que voilà, notre activité est multiple dans chacun des champs d'action de l'inspection générale qui, si je devais les synthétiser en 3 axes, seraient de l'ordre de l'évaluation des politiques publiques et à cette occasion de pouvoir être force de proposition auprès de nos ministères de tutelle, inspection-contrôle naturellement, comme toute inspection générale, et puis aussi des missions d'appui, d'accompagnement des acteurs locaux, des établissements. Donc, ce sont sur ces 3 cadres-là. Et puis, je voudrais rappeler également en préambule que ce que précisent clairement les décrets d'application, et en tout cas précisément celui du 23 décembre 2022 relatif à l'IGCR, c'est que nous intervenons sous l'autorité du ministre, des ministres de tutelle, sur leur saisine, qu'il n'y a pas d'auto-saisine de l'inspection générale, que les rapports de fait sont remis aux commanditaires, et qu'il appartient aux commanditaires de mettre en œuvre, d'utiliser les recommandations qui peuvent être faites dans les rapports
Et enfin, d'autoriser la diffusion ou la publication des rapports. Voilà. Pour ce qui est du cadre général, j'imagine que nous reviendrons probablement sur des questions autres de type organisationnel, de type indépendance, autres, mais j'imagine que nous y reviendrons dans le temps de notre audition. Et donc, je ne serai pas plus longue sur ces éléments-là, sur ce qui est pour le discours le temps introductif. Juste une toute petite précision. Oui. Les commanditaires, qui sont-ils ? Les ministres. Les ministres. Et ça, c'est très clairement posé dans le décret, clairement, qui précise, vous voyez, à la demande des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports ou du Premier ministre, ou en application du programme de travail annuel, mais programme de travail annuel qui est lui-même arrêté par les ministres également. C'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas d'auto-saisine possible et que quelle que soit la nature des rapports, qu'ils soient, comme je l'évoquais tout à l'heure, de type évaluation de politique publique ou qu'il s'agisse d'inspection-contrôle, ce sont toujours des rapports qui sont réalisés à la demande d'un de nos ministres de tutelle. Toujours. Peut-être pour répondre à votre question, Madame la Présidente, sur les chiffres, quelques chiffres pour 2024, si vous le voulez bien. Donc, en termes de contrôle, donc nous avons eu un contrôle d'établissement privé sous contrat. Et en termes d'enquête administrative, alors comme l'a indiqué Madame Dominique Marchand, tout périmètre confondu. Donc, vous avez bien compris que nous avions à la fois l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, donc jeunesse et sport, ainsi que bibliothèque. Donc, en termes d'enquête administrative, donc susceptible de suite disciplinaire, donc qui est une méthodologie très rigoureuse en termes d'enquête, nous avons réalisé en 2024 28 enquêtes administratives, avec 17 enquêtes administratives dans le périmètre scolaire, dont 7 pour des établissements scolaires. Et donc, en ce qui concerne parmi ces 7, je crois qu'en 2024, il n'y a pas eu effectivement d'établissements concernés qui étaient sous contrat ou hors contrat. Alors, je n'ai pas bien compris entre le 17 et le 7. Alors, 17, pourquoi ? Parce que nous sommes donc saisis sur, effectivement, des enquêtes administratives qui peuvent porter sur des services également, donc qui concernent l'éducation nationale. On peut avoir, par exemple, on a eu des saisines qui portaient sur des climats entre collèges d'IAIPR. Donc là, ça ne concerne pas un établissement, mais ça va concerner une académie. D'accord. Donc là, je vous ai vraiment découpé les enquêtes par effectivement périmètre, et ensuite à travers le périmètre donc d'éducation nationale, j'ai différencié les enquêtes qui portaient sur des établissements. Sur les établissements, ça peut concerner aussi bien un problème de pilotage, de dysfonctionnement, ou effectivement aussi un comportement inapproprié d'un enseignant. Donc, tout est dans les 7, vous avez différents types de saisines et types de situations qui concernées. D'accord. Dans les 7 établissements scolaires qui se sont vus subir une enquête administrative, les 7 étaient publics. Les 7 étaient publics, tout à fait. Merci. Si vous voulez, enfin là, j'ai pas le détail, mais en tout cas, il n'y avait pas en 2024 d'établissements privés qui étaient concernés, qui soient sous contrat ou hors contrat. D'accord, je vous remercie. Pardon. Peut-être justement faut-il préciser la distinction, même si parfois la limite est fragile et même si parfois l'un peut entraîner l'autre, la distinction entre enquête administrative et contrôle. Sur les contrôles, sur les enquêtes administratives, nous sommes généralement saisis sur des sujets de signalement précis, potentiellement, ou de situations maltraitées. Il y a ces deux aspects-là le plus souvent. C'est-à-dire soit il y a un signalement pour une problématique ou des faits qui remontent, soit c'est parce qu'une situation est arrivée à son terme, mais on nous demande d'examiner pourquoi elle n'a pas été traitée comme potentiellement elle aurait pu l'être. Ça, c'est plutôt la typologie des enquêtes administratives. Les contrôles eux-mêmes sont plutôt des contrôles sur la régularité des actes au regard des prescriptions législatives et réglementaires. Bien, je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Je voudrais revenir sur les conditions de votre saisine. Vous nous avez rappelé que la saisine venait du ministre, des ministres et exclusivement donc du pouvoir politique. Est-ce que vous pouvez nous dire
ce qui pousse un ministre à appeler l'inspection générale à agir en matière de contrôle sur, et on sera, je crois, dans le cadre de cette audition, uniquement sur les contrôles portant sur les établissements scolaires. On entend bien qu'il y a d'autres missions, mais nous nous concentrons sur les établissements scolaires. De manière générale, ce que je vais vous dire, je pense, s'applique tout à fait aux établissements scolaires. Si le ministre choisit de saisir son inspection générale et ce niveau-là d'inspection générale, c'est généralement sur plusieurs critères, alors qui peuvent se conjuguer ou être uniques, hein, évidemment, qui sont de l'ordre d'abord de la gravité, sans doute, potentiellement de la nécessité d'un dépaysement ou d'une externalisation, que le sujet ne soit pas traité dans l'académie ou dans le territoire dont il est issu. Ça peut être un sujet lié au niveau de responsabilité de l'intéressé également. Vous voyez, typiquement, s'il s'agit d'un chef d'établissement, par exemple, ça peut être tout à fait le cas. Il peut, et je vous le dis en toute honnêteté, être un sujet de médiatisation aussi, hein, plus important sur tel ou tel sujet que pour tel autre, mais qui n'est pas sans lien non plus, au fond, avec le sujet du dépaysement, au final. Et puis, ça peut être une raison aussi, parce que les ressources dans l'académie, en termes de personnel en capacité de mener une enquête plus ou moins complexe ou plus ou moins délicate, n'apparaissent pas suffisantes, notamment au recteur, puisqu'il arrive très souvent de fait que le ministre ou la ministre agisse sur saisine du recteur de l'académie ou d'un chef d'établissement dans l'enseignement supérieur. Merci. Vous avez listé 5 critères. Je vais laisser celui des ressources disponibles dans les académies de côté. Si je reviens sur le critère de gravité, de nécessité de dépayser, sur la question du niveau de responsabilité des intéressés et de la médiatisation, je souhaiterais comprendre pourquoi est-ce que l'inspection générale n'a pas été saisie pour le très récent contrôle qui a été engagé dans l'établissement Beau-Rameau, anciennement Notre-Dame de Bétarame, car je crois que les faits sont extrêmement graves. Je crois que la nécessité d'un regard extérieur, plus encore après qu'un rapport de l'inspection d'académie dans les années 90 ait été rendue, cette nécessité d'un regard extérieur se fasse sentir. Le niveau de médiatisation est évidemment inégalé, sans doute inédit pour l'éducation nationale, et le niveau de responsabilité interroge à la fois dans l'établissement, les chefs d'établissement passés, peut-être actuels, une série de personnels, et y compris la responsabilité des services de l'éducation nationale qui n'ont pas été en situation de détecter ces faits de violence et de les faire cesser. Alors pourquoi l'inspection générale n'a pas été saisie du cas Bétarame ? Alors, à ma connaissance, parce que là, il s'agit d'un contrôle. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. On n'est pas dans le cadre d'une enquête administrative, nous sommes dans le cadre d'un contrôle au regard de la préconisation du respect des textes réglementaires. Peut-être cela ne préjuge pas de l'avenir, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, c'était le cadre effectivement d'un contrôle où les équipes académiques étaient en capacité de le faire. Le cas échéant, mais on y reviendra sans doute, en cas de nécessité, avec l'appui de l'inspection générale, puisque ça fait partie de la manière dont nous fonctionnons et de l'appui que nous pouvons apporter aux académies. Caroline Pascal, qui était il y a quelques mois, quelques années, la chef de l'inspection générale et qui était auditionnée en sa qualité de DGESCO devant notre commission d'enquête le 31 mars dernier, indiquait que je la cite, que le déclenchement de l'inspection générale est en général le signe soit d'une volonté politique forte de la part du ministre, soit de la gravité ou de la complexité de la situation à laquelle le ministre est confronté. J'aimerais qu'on revienne sur cette volonté politique forte qu'un ministre peut vouloir faire paraître en saisissant l'inspection générale. Est-ce que ce caractère politique de certaines des situations sur lesquelles vous êtes amené à travailler accompagne le travail des inspecteurs généraux? Comment est-ce que cette évaluation politique, cette commande politique est appropriée par l'inspection générale? Très franchement, je n'aurais pas employé ce terme. On peut employer ce terme de politique dans la mesure où il est pris par une autorité ministérielle. Cela étant, la saisine, comme je vous l'indiquais, et de façon réglementaire, est faite par un ministre. C'est à lui qu'il appartient de juger de ses orientations et de ses choix. Ça rejoint, cela étant, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'effet de gravité, d'importance ou de médiatisation. Donc ça lui appartient. Il est certain que nommer une inspection générale vis-à-vis des acteurs donne un signal de l'importance qui est donnée à une inspection ou à un contrôle. C'est effectivement le rôle d'une inspection générale rattachée directement à un niveau ministériel, bien entendu.
Très bien, donc en ne recourant pas à l'inspection générale pour l'établissement Beau-Rameau, anciennement Notre-Dame de Bétarame, c'est aussi un signal qui, du coup, n'est pas donné par le ministère, par la ministre, son cabinet, par le pouvoir politique. Je ne crois pas avoir dit ça. Je vous ai dit que là, on est dans le cas d'un contrôle. Et donc, je le faisais en référence aux autres sujets qui sont des enquêtes administratives, qui sont plutôt ce que fait l'inspection générale. Nous faisons plus rarement des contrôles réglementaires de cet ordre. Très bien. Pour bien comprendre cette différence entre contrôle et enquête administrative, l'inspection générale, en 2023, mène une mission au collège Stanislas. Était-ce une mission de contrôle ou était-ce une enquête administrative? C'était en l'occurrence une enquête administrative, effectivement. Et qu'est-ce qui va distinguer le contrôle de l'enquête administrative? En ce qui concerne effectivement, ce qui distingue, c'est aussi la méthodologie qui va être abordée. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les enquêtes administratives, donc sur saisine notamment des ministres, c'est suite à ce qu'on a évoqué comme critères. En ce qui concerne Stanislas, c'était suite à deux articles de mémoire qui avaient évoqué un certain nombre de faits et qui avaient fondé la saisine du ministre sur le fait de mener une enquête administrative. Donc une enquête administrative, après, si vous voulez, c'est dans le mode aussi d'enquête et la méthodologie et la rigueur méthodologique que nous allons développer au sein de l'IGESR que se fait également la différence. C'est tout à fait différent de faire un contrôle de conformité ou de régularité de manière, par exemple, comme une revue. On fait aussi une revue des fédérations sportives. Donc on a effectivement des fédérations qu'on va aller voir et on fait un contrôle. Donc on va aller contrôler, on ne se met pas en mode enquête. Le mode enquête, ça nécessite, et d'ailleurs vous aviez voulu dans le questionnaire, donc on a un vadémécum qui est sur les sites des deux ministères, donc qui sont rendus publics, puisque nous pouvons y accéder sur les deux sites qui à la fois l'enseignement supérieur et l'éducation nationale, et qui est à l'usage des inspecteurs généraux et qui obéit effectivement à une rigueur méthodologique, et notamment par rapport aux auditions individuelles. C'est-à-dire qu'on va aller auditionner un certain nombre de personnes de manière individuelle. Nous allons procéder à des procès-verbaux, donc au recueil de témoignages des personnes, de manière individuelle. Et un contrôle, ça sera peut-être un peu plus léger en termes de rigueur méthodologique, puisqu'effectivement, on est là pour avoir un certain nombre de critères. Et sur les contrôles d'établissement, on a vu, et notamment avec des fiches un peu méthodologiques, les items, les critères qu'on doit aller contrôler. Donc, on n'est pas du tout on est sur une méthodologie qui est beaucoup plus rigoureuse, robuste, puisque l'enquête administrative est susceptible de suites disciplinaires et d'identifier des responsabilités individuelles qui pourraient amener, après effectivement une analyse objective des faits, d'établir la matérialité des faits qui pourraient être reprochés à des individus, agents notamment, et aller jusqu'à des propositions d'engager des procédures disciplinaires. Voilà comment je peux effectivement indiquer la différence pour les deux aspects. Donc vous nous dites, ce qui distingue le contrôle de l'enquête administrative, c'est la méthodologie employée par les agents publics qui sont chargés du contrôle, et que dans le cadre d'une enquête administrative, il y a notamment des auditions, un grand nombre d'auditions, des PV d'audition, qui caractérisent donc ce type de contrôle et qui le distingue donc du simple contrôle. Bon, nous sommes allés à Notre-Dame du Beau-Rameau avec Violette Spielbout, ma co-rapporteure, et nous sommes le lendemain rendus, le surlendemain, au rectorat de Bordeaux, et nous avons la certitude qu'il y a 45 auditions d'élèves, à minima d'élèves, et donc probablement davantage de personnel, de parents, qui étaient prévus dans le cadre du contrôle conduit par donc, des inspecteurs d'académie pendant 4 jours sur place, par d'ailleurs une équipe d'inspecteurs d'académie. Donc je ne comprends pas bien ce que vous nous dites, puisque au fond, ce contrôle à l'établissement Beau-Rameau ressemble à tous les aspects d'une enquête administrative, telle que, en tout cas, vous venez de nous la décrire, puisque ce contrôle prévoit plusieurs dizaines d'auditions avec des PV d'audition et une rigueur qui est manifestement en tout cas une volonté de rigueur qui est affichée. J'entends bien. Alors peut-être aussi, il faut que nous vous expliquions l'offre de formation que nous menons vers les académies depuis à peu près 2020 pour essayer effectivement de faire adopter cette méthodologie.
parce que après le contrôle que vous m'indiquez, moi je n'ai pas les détails du contrôle que vous indiquez sur la manière dont sont menées les auditions, la manière dont sont recueillis les témoignages. Mais effectivement, il me semble juste, alors je ne sais pas si c'est aussi dans les fiches de contrôle pour les élèves, dans le contrôle que vous indiquez, si effectivement c'est cette même méthodologie. Mais je pense que si c'est cette méthodologie d'audition individuelle des élèves, c'est tout à fait conforme. Mais en tout cas, moi, je vous ai expliqué ce qu'il y a dans la méthodologie des enquêtes administratives et qui existe depuis ce Vademecum depuis 2015-2016. Donc, je ne vous répondais pas sur le contrôle académique, sur lequel je n'ai pas les détails, mais je pourrais vous répondre ultérieurement si j'ai les détails du contrôle qui est en train de se passer ou qui s'est passé récemment. Alors, je vous ai demandé pourquoi l'inspection générale n'avait pas été saisie à Betaram. Vous m'avez dit parce que ce n'est pas une enquête administrative qui est conduite à Betaram, mais c'est un contrôle. Or, le contrôle, il a toute l'allure d'une enquête administrative, telle que vous venez de la définir. Donc, je repose la question, pourquoi l'inspection générale n'a-t-elle pas été saisie dans l'établissement Betaram, où je veux redire la gravité des faits, la nécessité d'un dépaysement, le niveau de responsabilité, les niveaux de responsabilité qui sont engagés, et évidemment, l'extraordinaire médiatisation de cette affaire. Écoutez, voilà, a priori, c'était effectivement un contrôle, mais comme je vous l'indiquais précédemment et avant que vous ne posiez ces questions, parfois, d'une part, ça demande de s'adapter au sein de l'établissement, que l'on fasse une enquête administrative ou que l'on fasse un contrôle, que ce soit l'inspection générale qui le fasse ou que ce soit des services académiques, et la nécessité peut s'imposer le cas échéant. Nous en avons eu parfois bien des exemples, d'aller dans un établissement sur un sujet et puis à l'occasion des échanges de découvrir d'autres qui faisaient qu'il fallait intervenir sur d'autres champs. C'est pour ça que je vous disais d'ailleurs tout à l'heure, même s'il y a un certain nombre de critères, parfois la limite est ténue entre contrôle et enquête administrative. Donc ces évolutions peuvent être faites. Ce qui importe, c'est que s'il y a des auditions, elles respectent ce qui est de l'ordre de la qualité de l'écoute, de la confidentialité et des PV d'audition. Bon, on va avancer pour essayer de comprendre comment fonctionne l'inspection générale. Alors j'aimerais peut-être que vous nous éclairiez sur la façon dont les inspecteurs généraux qui sont désignés sur une mission, comment sont-ils choisis, par qui et selon quelles modalités ? Alors c'est typiquement, et c'est là aussi une prescription réglementaire, c'est typiquement de la responsabilité du chef de service de faire la désignation des collègues qui sont chargés de telle ou telle mission. Très concrètement, au sein de l'IGCR, nous faisons un appel à candidature auprès des collègues avec une description relativement synthétique, mais tout quand même suffisamment explicative du sujet de la mission, en indiquant un référent que les collègues peuvent contacter s'ils souhaitent avoir plus d'informations avant de souhaiter s'engager dans une mission. Et donc nous examinons au sein du comité de direction, qui lui aussi est stipulé de manière réglementaire, nous examinons les candidatures. Et donc nous essayons de le faire évidemment en fonction du thème, en fonction des compétences et de l'expertise. Et en essayant de veiller par ailleurs, c'est vrai sur les enquêtes administratives, c'est vrai dans d'autres missions, d'avoir toujours un pilote, à minima un pilote expérimenté du champ, des collègues qui parfois le sont un peu moins, mais pour qui cela leur permet d'appréhender le cas échéant un champ nouveau. En tout cas, pour ce qui est des enquêtes administratives, ne peuvent participer aux enquêtes administratives que les collègues qui ont suivi une formation qui est obligatoire, qui est de 2 journées pleines, qui en même temps permet d'envisager tous les aspects juridiques, mais également des sujets de posture, par exemple, ou de qualité d'écoute. Et donc, dans les enquêtes administratives, là, il y a cette spécificité absolue. C'est-à-dire, d'une part, un pilote qui a eu la pratique déjà des enquêtes administratives, et d'autre part, des collègues qui, même s'ils sont moins expérimentés, à minima, ont suivi la formation. Et enfin, je rajoute que pour toute mission, sont nommés un référent et un relecteur. Je voudrais dire dans l'autre sens, pardon, un relecteur et un référent qui sont des appuis conseils pour la finalisation du rapport et qui contribuent de manière importante à la collégialité. Ce qui est aussi le temps de souligner peut-être ce point qui est fortement relié au sujet de l'indépendance, sur lequel on reviendra sans doute, mais la collégialité en fait partie.
puisque l'échange entre les uns et les autres, le partage des points de vue fait partie de cela aussi et fait partie de l'objectivité. Très bien, merci. Pourriez-vous nous transmettre peut-être la maquette de formation, le plan de formation de ces 2 journées? Formidable. Alors, vous avez évoqué le rôle des référents et le rôle des relecteurs. Donc, je comprends que ce sont des rôles distincts. Ce ne sont pas les mêmes inspecteurs généraux qui assument ces deux fonctions. Est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, sur les prérogatives de chacun? À quel moment interviennent-ils dans le cadre de la mission d'inspection qui est parallèlement conduite donc par des inspecteurs qui sont déployés sur le terrain? Alors, très généralement, dans une inspection, au-delà de l'aide de saisine ministérielle, puisque je n'ai pas besoin de vous redire que nous avons toujours une lettre de saisine officielle signée ministérielle, dans ce contexte-là, il y a très généralement une lettre de cadrage aussi, généralement sur les missions, qui permet d'appréhender le sujet. C'est moins vrai sur les enquêtes administratives que sur les autres, puisque ça s'y prête moins. Mais de manière générale, il y a ce temps de partage ab initio de la mission entre les membres de la mission et notamment le référent. Le rôle du relecteur, alors le relecteur peut être associé ab initio, mais c'est pas obligatoire, ça dépend de la nature de la mission. Mais en tout cas, le référent l'est. Et le référent a un rôle potentiellement d'appui, comme je vous le disais tout à l'heure, au fur et à mesure de la mission. Christelle Gillard pourra vous en parler également parce qu'elle est souvent référent dans des missions de type enquête administrative. Les relecteurs, lui, a la charge, une fois que le rapport a suffisamment avancé, vraiment d'être dans cette position de relecture, et pas relecture que pour des coquilles, de relecture sur le plan du rapport, sa compréhension, les enchaînements, de faire une forme de challenge aussi des collègues pour savoir si les choses apparaissent explicites d'un regard extérieur. Voilà. Et ensuite, une fois que le rapport est finalisé, il est relu également, non seulement par le rapporteur, par le relecteur, mais aussi par le référent. Cela fait partie de nos contextes d'assurance qualité et encore une fois de collégialité. Très bien, c'est très clair. Et avant d'être transmis donc, au cabinet du ministre qui en a passé la commande, est-ce que les rapports de l'inspection générale sont relus, revus par la chef de l'inspection générale? Dans le deuxième rôle de la chef de l'inspection générale, il y a celui de transmettre le rapport. De le transmettre. Donc en fait, là aussi, c'est un article du décret qui le prévoit, donc avec une lettre de transmission au ministre commanditaire. Son rôle n'est pas d'intervenir sur le rapport lui-même, jamais. Au point que d'ailleurs, les textes précisent que si le chef de service n'est pas en accord, soit il le signale par courrier séparé au ministre commanditaire en précisant les raisons pour lesquelles il n'est pas en accord avec les conclusions ou tel et tel constat de ses collègues, et que s'il ne souhaitait pas le remettre, alors il devrait s'en remettre à une commission d'au moins 3 personnes qui envisagent les raisons pour lesquelles le chef de service ne souhaite pas le transmettre. C'est un élément important en réponse à votre question, parce que c'est un élément important qui témoigne de l'indépendance des inspecteurs généraux qui sont missionnés, qui signent sous leur responsabilité. Et je vais vous en donner un exemple qui me semble très probant, et notamment dans le domaine des enquêtes administratives ou autres. Si les inspecteurs généraux considèrent qu'il y a lieu de faire un article 40, c'est de leur décision, et les ministres eux-mêmes n'en sont informés que lorsqu'ils reçoivent le rapport dans lequel il est indiqué la nécessité d'une saisine de l'article 40. Donc, ce qui me semble là aussi extrêmement probant sur ce qui est l'indépendance des collègues en charge du rapport. Alors, c'est intéressant, une question, combien d'articles 40 en 2024, 2023, 2022? Et le cas de figure que vous avez décrit, celui d'une chef de l'inspection générale qui serait en désaccord avec le projet de rapport qui lui est transmis, s'est-il déjà présenté? Et si oui, à propos de quel rapport d'inspection? Non, je ne le crois pas. Je regarde mes collègues parce que, comme vous le savez, ma nomination est récente, mais je ne le crois pas. Non, nous le confirme, il n'y a jamais eu cet aspect-là, jusque-là. Mais vous voyez, la procédure, encore une fois, est réglementaire et lourde. Avant de vous laisser répondre sur le nombre d'articles 40, pour finir de bien la comprendre, et vous avez commencé à bien la décrire, est-ce qu'au cours des travaux des inspecteurs, au cours de leur mission, lorsqu'ils sont donc sur le terrain, ils échangent avec leurs référents,
ils transmettent ensuite au relecteur. Est-ce que la chef de l'inspection générale est tenue régulièrement informée de l'avancée des travaux de la mission et rend-elle en même temps compte au cabinet du ministre, ou arrive-t-il que le cabinet du ministre sollicite la chef de l'inspection pour connaître l'état d'avancée d'une mission d'inspection diligentée par l'inspection générale? Alors, ce qui peut arriver, c'est qu'on soit sollicité pour savoir si le rapport pourra être rendu dans une semaine ou dans 15 jours, ou voilà, quel est l'horizon, bien entendu. Et ça me semble légitime. En tout cas, sur le fond du rapport, non. Il n'y a pas d'intervention, clairement, sur le contenu du rapport. Et encore une fois, vraiment, j'insiste sur ce point parce qu'il est majeur. Au-delà du fait des préconisations réglementaires qui sont extrêmement claires, que ce soit dans le décret de mars 2022 qui régit toutes les inspections générales ou celui du 23 décembre 2022 qui régit celui de l'IGCR, à plusieurs reprises, la question de l'indépendance de l'inspection générale et des inspecteurs est mentionnée. Mes collègues y sont extrêmement attachés à juste titre. Vraiment. Et donc, voilà, cela en fait partie pleinement. Et vous voyez l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur un article 40, typiquement, ça pourrait être un sujet qui potentiellement intéresse un ministre. Non, il le découvre au moment où le rapport lui est transmis. Alors, vous vouliez le nombre d'articles 40. Donc, effectivement, nous avons, s'agissant de 2020, vous avez demandé 2024, c'est ça? Ou les 3 dernières années? D'accord. Alors, s'agissant, on a eu 43 articles 40 depuis 2022, donc 11 en 2022, en 2023, 17, en 2024, 12, et là, 2025, j'en ai décompté 3. Peut-être revenir pour vous faire un petit point de détail, puisque j'avais préparé pour les rapports qui concernaient 2023-2024, soit 28 rapports. Et sur ces 28 rapports, on avait 17 enquêtes administratives qui étaient conduites dans le périmètre éducation nationale. Donc j'ai enlevé l'enseignement supérieur qui concerne les autres. Et là, sur les 17, nous avions eu 4 rapports qui ont fait l'objet d'un signalement, article 40 du Code de procédure pénale. Donc, ce n'est pas systématique. Si vous voulez, on a aussi un certain nombre de suites qui peuvent être différentes selon les rapports et selon, effectivement, si les enquêteurs ont établi une matérialité de fait qui relève du disciplinaire ou qui sont susceptibles de revêtir une qualification pénale. Dans ces cas-là, effectivement, il y a un article 40 qui est fait et effectué à l'issue avec le rapport qui accompagne le signalement article 40. 4, donc article 40, dans ce périmètre éducation nationale. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quel type de fait, sans entrer dans des détails qui remettraient en cause une confidentialité qui doit être garantie? Donnera les éléments beaucoup plus précis, mais de mémoire, on a quand même un certain nombre pour le coup, de comportements inappropriés, donc qui peuvent revêtir une qualification pénale. Donc on peut être, je donne un exemple, mais ça peut être effectivement outrage sexiste aggravé. Maintenant qu'il y a donc agissement sexiste, mais il y a également maintenant, puisqu'il y a une figure d'autorité, ça peut être également considéré comme outrage sexiste aggravé. Il peut y avoir des situations, alors je ne les ai pas en tête, mais je vous donne un autre exemple de harcèlement moral, puisqu'on a à la fois dans le Code général de la fonction publique, mais également dans le Code pénal. Donc dès lors que nos enquêteurs établissent la matérialité de fait de harcèlement moral au sens du Code général de la fonction publique, de fait et logiquement, il y aura un article 40 puisqu'il y a la même définition dans le Code pénal. Donc vous avez ces types de faits. C'est ce que j'ai en mémoire, mais on pourra effectivement vous les préciser. Sachant que vous nous avez demandé des rapports de 2022 à 2024, j'en profite pour vous dire que nous avons fait un tri qui, j'espère, correspond à vos souhaits, qui était vous voyez, on fait à peu près 230 rapports par an, donc je ne crois pas que c'était le prisme de votre intérêt. Et donc, nous avons fait un tri, nous pensons vous les envoyer là très prochainement, avec 3 mots-clés, violence, VSS, harcèlement. Et donc, nous vous les transmettrons et de fait, vous aurez des illustrations directes de ce qui vient d'être évoqué. Est-ce que ça vous convient? Alors, ce qui serait intéressant, c'est de disposer de tous les rapports sur la période portant sur des établissements scolaires, parce que, y compris sur les process de travail de l'inspection générale qui peuvent éclairer nos réflexions, pas uniquement un type de violence ou un type de dysfonctionnement en particulier. D'accord, mais on peut vous transmettre aussi la liste, et puis comme ça, vous nous direz si vous en voulez, si vous en souhaitez d'autres.
Très bien. Pour continuer, donc, ces rapports concluent parfois à des recommandations lorsque des dysfonctionnements sont identifiés. Pouvez-vous nous dire comment le suivi de ces recommandations est assuré et l'est-il systématiquement par l'inspection générale ou alors d'autres corps d'inspection peuvent être chargés de ce suivi? Alors, non, effectivement, et ce n'est pas prévu aujourd'hui dans le décret qui régit l'inspection générale, contrairement à d'autres inspections, type l'IGAS par exemple, qu'il y ait un suivi formalisé des missions. Et d'ailleurs, pour faire référence à ce que vous évoquiez, ça peut nous arriver, puisque nous faisons aussi beaucoup de missions conjointes, soit avec l'IGAS, soit avec l'IGF. Et donc, nous avons typiquement partagé très récemment, suite à une mission conjointe, une revue de suivi de mission avec nos collègues de l'IGAS. Donc aujourd'hui, ce n'est pas formalisé comme ça. Pour être tout à fait honnête et transparente, ça peut faire partie de nos réflexions d'évolution. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans le contexte qui est celui de la prescription réglementaire que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire nous établissons un rapport en indépendance transmis aux maîtrises commanditaires et à qui il appartient de donner les suites. Il peut arriver pour autant que nous ayons des échanges sur telle ou telle mission, soit avec les directeurs d'administration centrale, soit avec les rectorats, toujours dans une logique d'appui et de conseil qui fait aussi la force de l'inspection générale. Mais pour répondre précisément à votre question, non, ce n'est pas systématisé. Est-ce que concernant le collège Stanislas, les recommandations qui accompagnent le rapport de 2023, est-ce qu'un suivi a été assuré de la mise en œuvre de ces recommandations ? Alors, je crois qu'il vous a été transmis d'ailleurs. Il y a eu effectivement un premier élément de suivi formalisé, qui a fait l'objet d'un écrit, d'un compte-rendu, effectivement, avec le rectorat de Paris, qui était un point d'étape tout à fait significatif. Et puis ensuite, et là c'est dans la logique, puisque parmi les recommandations formulées par l'inspection générale, elles étaient du ressort du rectorat de Paris. Ensuite, voilà, nous avons laissé le rectorat de Paris mettre en œuvre ce qui était de sa responsabilité et de son ressort. Très bien. Deux dernières questions pour comprendre ce fonctionnement de l'inspection générale avant que ma collègue Ulla Spielbout poursuive. Pour la première fois, le rapport d'activité de l'IGCR 2023-2024 ne fait plus apparaître la liste des rapports réalisés dans l'année. Pourquoi ? Je suis désolée parce que je dois vous dire que j'ai eu la même interrogation. Nous avons rendu ce rapport d'activité là un peu tardivement, dans un contexte un peu compliqué à l'issue de départ de la précédente chef de service, d'une période d'intérim. Pour tout vous dire, vous voyez d'habitude, il y a une introduction signée par la chef de service que je n'ai pas souhaité faire parce que je ne souhaitais pas afficher de porter des actions auxquelles je n'avais pas contribué. Et donc cela a été transformé à ma demande en un préambule, parce que voilà, je trouvais que c'était pas honnête d'endosser des choses dans lesquelles je n'avais pas contribué. Et donc, peut-être y a-t-il eu un oubli. C'est possible, mais il n'y avait pas de souhait délibéré, en tout cas certainement pas de ma part, je vous l'assure, de masquer quelque évolution que ce soit dans le pourcentage de diffusion des rapports. Vraiment. Alors, c'est un oubli. Allez-vous le corriger rapidement et rendre disponible cette liste au plus vite ? On peut tout à fait le faire, oui. Très bien. Dernière question sur votre fonctionnement. Pourquoi certains rapports sont-ils rendus publics ? Et je veux préciser que c'est extrêmement rare, une proportion très faible des rapports de l'IGESR qui sont rendus publics, et d'autres ne le sont donc pas. Donc c'est effectivement à la décision des ministres. Ça peut être pour des questions diverses. Alors, très franchement, moi, je pense, et là je m'exprime à titre personnel, mais aussi en tant que chef de service de l'inspection générale, je ne crois pas anormal que l'ensemble des rapports ne soient pas diffusés, parce que notre rôle aussi, c'est d'être un conseil auprès des ministres qui ont vocation à l'utiliser pour réfléchir à leurs orientations, à leurs priorités, et donc n'ont pas vocation nécessairement à être rendus publics. Après, vous savez, il peut y avoir aussi des circonstances très conjoncturelles de type changement de gouvernement, changement de cabinet, des rapports qui n'ont pas été portés à connaissance des uns parce qu'ils ont été publiés avant.
Vous voyez, là, actuellement, j'ai évoqué quelques rapports qui avaient été publiés dans les mois précédents et qui avaient tout leur intérêt, et pour redire au ministre actuel l'intérêt qu'il pouvait avoir pour eux. Ça fait partie aussi des éléments voilà, de la vie et du fonctionnement. Ah, pardon. Et quand un rapport n'est pas rendu public, il n'est donc transmis à personne. Il ne reste que sur, si je peux me permettre cette expression, sur le bureau du ministre et seulement sur le sien. Pas uniquement, il est transmis généralement au ministre et aux directions d'administration centrale concernées. Voilà. Et puis, il peut y avoir d'autres modalités qui font que, quand un rapport n'est pas rendu public, il soit transformé aussi par l'inspection générale sous forme de guide, sous forme de note, pour que ce soit utile aux usagers également. Et donc, il ne peut pas être transmis, ce rapport, par exemple, à un élu ou à une personnalité politique qui en ferait la demande, si ce rapport n'est parallèlement pas rendu public pour toutes les Françaises et tous les Français. Peut-être distinguer, si vous le voulez bien, monsieur le rapporteur, quel type de rapport? Parce que s'agissant, par exemple, des enquêtes administratives, qui est effectivement ce sur quoi je travaille, le caractère confidentiel fait que, effectivement, une diffusion est très restreinte est prévue. Pour les autres rapports, donc restreinte, le commanditaire, éventuellement, effectivement, les directions, les autorités d'emploi, les autorités hiérarchiques. Sur les autres types de missions, nous pouvons tout à fait également avoir des demandes, ce que nous avons fréquemment, des demandes qui viennent auprès de l'inspection générale ou auprès de la CADA pour pouvoir justement avoir une diffusion. Donc, vous avez des demandes qui sont des demandes, comme vous l'indiquez, individuelles pour avoir une transmission de rapports. Et dans ces cas-là, donc c'est effectivement en regardant le CRPA, donc le Code des relations du public avec l'administration, que nous voyons si nous pouvons diffuser, voire même en occultant des parties qui nous sont autorisées, si nous diffusons ou pas les rapports qui nous sont demandés. C'est ça. Le rapport sur l'établissement Averroès de Lille, c'est une enquête administrative de 2020. Oui, et donc ce rapport n'a pas été rendu public avant que la presse ne le dévoile. Nous disposons d'une note du cabinet de Jean-Michel Blanquer, datée du 20 décembre 2020, dans laquelle est évoquée une demande du président du Conseil régional des Hauts-de-France, M. Xavier Bertrand, et du président du groupe Rassemblement national du Conseil régional des Hauts-de-France, qui demande au ministre la transmission du rapport qui, à l'époque, n'a pas été rendu public. Et le cabinet du ministre envisage une transmission de version caviardée du rapport de l'IGSR et du rapport de la Direction régionale des finances publiques. Avez-vous connaissance d'une transmission caviardée de ce rapport portant sur le lycée Averroès de Lille au président du Conseil régional et au président du groupe RN du Conseil régional des Hauts-de-France? Alors, je n'ai pas connaissance, effectivement, vous m'indiquez des faits de 2020 et je n'étais pas encore en responsabilité en 2020, mais je note effectivement votre question. Et moi non plus, je ne suis évidemment pas en capacité de vous répondre. Madame la rapporteure, c'est à vous. Merci. On reste donc sur le fonctionnement de l'inspection générale. Est-ce que vous pouvez, par exemple, sur la base de ces 7 inspections d'établissements publics en 2024, nous dire en moyenne la durée, le nombre de jours qu'une inspection peut durer, ou alors un mini-maxi? Pardon. Sur ces 7-là, je n'aurai pas une réponse très précise, mais je vais vous indiquer effectivement une durée moyenne d'enquête administrative, puisque nous avons des temps qui sont effectivement assez identifiés. Puisque pour une enquête administrative, nous devons déjà récupérer un certain nombre de documents. Ensuite, nous avons la phase d'audition qui nous prend quand même beaucoup de temps, puisque nous faisons des auditions individuelles et nous laissons véritablement le temps aux auditions. C'est-à-dire que nous avons des auditions qui sont d'1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, 3 heures si ce sont des personnes concernées. Donc vous imaginez bien avec entre 30 et 70 auditions, ce qui nous prend beaucoup de temps, c'est ce qui nous prend le plus de temps. Nous allons
allons également sur place, hein, lorsqu'il s'agit d'aller dans des établissements. Et nous avons compté ensuite donc, la rédaction d'un rapport provisoire. Provisoire pourquoi? Parce que si nous avons identifié des personnes qui sont concernées et sur lesquelles on a des éléments et sur lesquels on attend d'eux et d'elles, des observations en réponse. Donc, on va leur envoyer un rapport provisoire sur les parties qui les concernent seulement elles. Après, elles auront un temps pour nous donner effectivement leurs observations en réponse. Donc, il y a minimum de 8 à 10 jours, hein, à peu près, en moyenne. Et ensuite, effectivement, nous allons établir un rapport définitif. Donc, vous voyez que, mis bout à bout, on estime, hein, c'est ce qu'on dit en formation, qu'on ne peut pas faire... c'est un cas, effectivement, général. Hein, je ne suis pas dans des exceptions. 8 semaines, à peu près. Parce que nous donnons beaucoup de place aux auditions individuelles, puisque c'est effectivement l'objet est d'établir une matérialité des faits que nous n'avons pas forcément lorsque nous partons en saisine, et il nous faut pour cela entendre beaucoup de gens. Donc 8 semaines, mais on peut avoir moins et on peut avoir un petit peu plus selon le nombre d'auditions. Pardon. Au sein de ces 8 semaines, vous avez parlé de la période d'entretien, donc un certain nombre d'entretiens qui durent 1h30, qui doivent être, si j'ai bien compris, relus, avec un PV validé, signé par la personne qui a répondu aux questions. En moyenne, le nombre de jours d'entretien sur un établissement quand vous allez, et le nombre d'inspecteurs mobilisés? Une semaine, 10 jours, vous savez, ça dépend. Pour avoir moi-même mené des enquêtes administratives, vous savez, on parle jamais aussi bien que de ce qu'on a fait soi-même, ce qu'on a vécu soi-même. Cela dépend beaucoup de la complexité du sujet. Il peut arriver, vous m'excuserez le terme, mais je pense qu'il est tout à fait significatif, des fils que l'on tire, vous voyez, pour être sûr d'avoir rencontré toutes les personnes qu'il était utile de rencontrer. Et parfois, à l'occasion d'une audition, vous sortez en vous disant, mais oui, il faut que l'on auditionne aussi telle ou telle autre personne, ce qui peut vouloir dire de retourner dans l'établissement en question et donc d'allonger le temps. Mais parce que ce qui est majeur, il vaut mieux prendre une semaine ou 15 jours de plus, et ce qui est majeur, c'est de pouvoir auditionner toutes les personnes dont les témoignages peuvent être utiles à l'instruction. Alors, mes questions visaient aussi à montrer à ceux qui nous entendent et à obtenir un certain nombre d'informations pour nos réflexions futures, à quel point une enquête administrative menée par l'inspection générale est à la hauteur dans les moyens qui sont mis, le temps d'entretien, la façon dont se fait ces entretiens, les guides d'entretien, de la gravité, de la responsabilité potentielle des intéressés et du côté systémique des faits. Globalement, vous dites 7 à 10 jours d'entretien sur place pour une 30-40 entretiens, à peu près, j'imagine. En tout cas, moi, j'ai une inspection actuellement qui est à Lille dans un établissement de l'enseignement supérieur, et c'est 30 entretiens pour 7 jours de présence d'inspecteurs sur place à 4 inspecteurs. Donc, on revient à peu près à ces moyennes-là. Est-ce que vous pouvez préciser dans le cas de Stanislas et dans le cas de Averroès, pour ces 2 inspections générales, combien il y a eu d'entretiens et combien de jours sur place il y a eu des inspecteurs, puisqu'elles sont assez récentes? Je peux vous répondre sur Stanislas, puisqu'effectivement, il y a eu une centaine d'entretiens. Il me semble que là, alors sur les durées, là, je n'ai pas le détail, mais je pourrais éventuellement vous le retrouver, puisqu'il y a eu une enquête qui a démarré, qui a duré plusieurs mois, je crois 3 mois, donc avec un nombre de visites et sur place. Donc pour 100 entretiens, effectivement, ils ont été à 2 ou 3 reprises, effectivement, sur place. Mais je vous donnerai les indications. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a eu 100, un peu plus de 100, 102 ou 106 auditions individuelles pour Stanislas. Pour Averroès, répondre tout de suite, mais je vous donnerai les informations, on va le noter. Généralement, dans le rapport, il est toujours précisé le nombre d'auditions et le nombre d'auditions qui a été effectué, donc on va vous le retrouver. Concernant la façon dont sont menés ces entretiens, on a eu
au Boramo, dans les explications des inspecteurs, donc niveau académique, qui menaient des entretiens, et en discutant avec le chef d'établissement, que les élèves étaient choisis pour constituer un panel représentatif à la demande du chef de mission, et que ce panel représentatif, dans le cas de Boramo, d'environ 45 entretiens, permettait, en fonction des âges, des classes, des différents vécus, de faciliter l'organisation de ces entretiens. Est-ce que, donc, dans le cas d'une inspection générale, est-ce que ce panel est constitué aussi par le chef d'établissement? Est-ce qu'il est constitué autrement? Est-ce que vous pouvez préciser les choses pour ce type d'enquête? Alors, tout à fait, c'est indiqué dans notre vade-mecum, c'est vraiment de la responsabilité de la mission d'établir la liste des personnes à auditionner. Donc, il peut se faire aider en demandant effectivement les listes des élèves, etc., ou l'organigramme de la structure ou de l'établissement, mais il est de la responsabilité de la mission d'établir effectivement sa liste de personnes à auditionner. En ce qui concerne les élèves, il nous arrive, et c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises dans des enquêtes administratives qui portaient sur des établissements, effectivement, de recourir donc soit à un tirage au sort des élèves, on demande les listes des classes. Moi, ça m'est déjà arrivé lorsque j'ai conduit une enquête administrative de demander, c'était pour le SUP, mais ça revient à peu près au même, c'est-à-dire qu'on demandait effectivement une liste d'étudiants, d'élèves, ou pour avoir, par exemple, plusieurs classes, et demander de la liste le 17e, le 20e, etc. Mais on peut le doubler également d'un appel à témoignage. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce tirage au sort, on peut avoir des personnes et des élèves que nous avons identifiés parce que lors des auditions précédentes, on a effectivement des noms qui sortent. Donc, dans ces cas-là, nous allons leur demander de venir auprès de la mission. Et nous avons aussi ce qu'on appelle l'appel à témoignage, où nous demandons à envoyer, c'est ce qui avait été fait, à envoyer sur la liste de diffusion le fait que les inspecteurs et inspectrices sont dans l'établissement, et en donnant leur adresse, en assurant de la confidentialité des échanges, qu'ils puissent s'adresser à la mission en toute confidentialité s'ils souhaitent ou s'ils jugent utile d'être auditionnés ou d'apporter un témoignage. Donc là, je vous remercie. On voit bien la différence entre une enquête administrative et un contrôle, comme celui qui nous a été décrit à Boramo, donc anciennement Betaram, au mois de mars. C'est-à-dire que dans le cas d'une enquête administrative de l'inspection générale, on est sur des durées, un volume d'entretien qui sont plus importants et plus nombreux. Dans le cas de l'inspection générale qui a été choisie pour Boramo, on était à 4 jours de présence des inspecteurs avec une quarantaine d'entretiens, et un panel choisi par le chef d'établissement à la demande du chef de l'inspection. Donc on voit la différence de méthode entre les deux. Ce qui va être important pour nous, comme vous avez évoqué, c'est cette transmission de méthode, de formation aux inspecteurs académiques et au niveau, on va dire, local, c'est de mesurer quels sont les critères de déclenchement au-delà du choix d'un ministre pour une inspection générale ou une inspection au niveau local. Je pense au cas, par exemple, de Riaumont, où nous sommes allés avec mon corapporteur Paul Vanier vendredi, où nous avons, avec l'ensemble des services de l'État, reconstitué une chronologie des faits où il y avait beaucoup d'éléments manquants. On voit que à 2 reprises, en 2012 et en 2018, il y a eu des initiatives d'inspection qui se sont déroulées au niveau du rectorat. Donc une inspection en 2012 qui a rendu des recommandations avec des réserves pour maintenir l'établissement en fonctionnement, qui ont été levées très rapidement au niveau local. En même temps, 200 plaintes de victimes de violences sexuelles à la même période, 2012-2013. Pas d'inspection générale déclenchée par des ministres entre 2012 et 2018. Et en 2018, à la suite de condamnations, de nouveaux signalements, une inspection inopinée à la demande de la rectrice à nouveau, avec un projet de rapport où finalement il n'y a pas eu de suite puisque l'établissement a arrêté son activité scolaire à ce moment-là. Mais ce que l'on voit bien quand même, c'est qu'entre l'établissement en ce moment à Lille d'enseignement supérieur qui est contrôlé par vos services sur des faits de harcèlement et de difficultés entre les étudiants et la direction qui sont quand même pas tout à fait du même ordre, et cela dans la même région de Riaumont où on est resté complètement au niveau local, le traitement
du contrôle de l'État est extrêmement différent. Donc c'est aussi ça qui nous permet de réfléchir. Je ne sais pas si ça vous amène à des réflexions. Absolument, je vous remercie. Effectivement, cela rejoint absolument nos travaux. Alors nous avons, comme je vous l'évoquais, ce rôle d'appui et d'accompagnement des équipes académiques notamment. Cela fait partie des éléments que l'inspection générale a pu apporter dans le temps, mais c'est un élément que nous avons absolument renforcé, et dans le cadre du plan que la ministre de l'Éducation nationale a annoncé, effectivement, où nous avons conforté une équipe d'inspecteurs généraux formés, notamment pour le contrôle, alors pour les enquêtes administratives, bien sûr, vous avez compris que nous avons une méthodologie éprouvée, un certain nombre de collègues qui sont experts dans le domaine, mais auxquels nous avons ajouté donc cet aspect de connaissance plus approfondie des aspects réglementaires concernant les établissements privés sous contrat ou hors contrat. Et donc, nous avons une équipe d'inspecteurs généraux formés, mais Eric Roser, qui a piloté ce sujet, pourra vous en parler également, bien sûr. Et donc, nous avons accru les dimensions de formation auprès des équipes académiques, donc avec des webinaires de formation. Nous avons collaboré, comme vous le savez sans doute, au guide qu'a transmis l'ADAF récemment, et nous sommes en train de finaliser en appui une méthodologie plus précise à destination des académies. Vous voyez, typiquement, nous avons par exemple un guide de contrôle des fédérations sportives pour nos collègues, inspecteurs généraux, qui est extrêmement précis, extrêmement clair sur chaque étape, ce qu'il faut vérifier, quoi faire en cas de non-respect de tel ou tel manquement. Donc nous sommes en train d'y travailler pour le mettre à disposition des équipes académiques. Et donc nous avons ces relais-là très organisés avec des référents de la même manière. Si vous avez d'autres questions et si Eric Roser souhaitera compléter. Et peut-être pour terminer sur la partie méthode, quand vous commencez une inspection, vous avez évoqué, madame, l'ensemble des documents que vous récupérez, du travail de préparation de cette visite sur place et des entretiens, et puis de l'analyse des signalements qui ont été faits, soit par le ministre récupéré et transmis, soit directement. Et vous avez aussi évoqué le sujet d'inspection conjointe avec l'IGF, avec l'IGAS, et au niveau local, on a de la même façon entendu, dans le cas de Riomont, dans le cas de Bétarame, par le passé, des inspections conjointes entre les départements, la protection de l'enfance. Donc, comment tout cela est formalisé au démarrage d'une inspection? Est-ce que vous vous assurez auprès de l'ensemble des directions centrales pour votre niveau qu'il y a ou pas des signalements ou des choses qui ont déjà eu lieu dans les 2-3 dernières années sur le plan financier, sur le plan pédagogique ou santé, inspection de la santé aussi, les ARS? Est-ce qu'il y a un checking, on va dire 360 au moment où vous commencez votre inspection? Est-ce que c'est codifié? Est-ce que c'est parce que vous avez des informations que vous dites, tiens, on va faire aussi du financier parce qu'on nous a dit qu'il y avait un sujet financier? Comment ça fonctionne pour s'assurer, on va dire, que le 360 a été fait? Puis me permettre, effectivement, ça dépendra de la saisine et ça dépendra en quelque sorte presque du fond de dossier que nous aurons à l'occasion de la saisine. Il peut nous arriver que nous n'ayons pas grand-chose si ce n'est un signalement, un courrier anonyme et qui nous amène donc à checker, comme vous le dites, à avoir ça quelque part, excusez-moi, mais la to-do list en démarrage d'enquête administrative. Donc on va déjà on va récupérer un certain nombre d'éléments de la structure. Je parle d'une structure, je ne parle pas forcément d'un établissement scolaire, mais on va donc récupérer. Si on a quelqu'un qui a été identifié comme étant mis en cause présumé, on va dossier administratif auprès de son employeur. Donc, on fait toute une série avant d'aller sur le terrain, on anticipe notre venue, notre visite. Donc, on demande tous les éléments. Si on va, par exemple, puisque ça nous est arrivé quand même fréquemment, et j'ai eu pour ma part effectivement à faire ce type d'enquête sur les VSS dans l'enseignement supérieur, nous allons demander également auprès de la structure à ce qu'on nous donne tout le protocole, à ce qu'on nous donne les bilans, à ce qu'on nous donne... Donc on demande un certain nombre effectivement de documents en amont. Mais ça, c'est presque du cas par cas, si vous voulez. Mais on a ce démarrage, cette réunion de démarrage qui nous permet d'avoir l'entièreté de la... Juste préciser ma question. En fait, j'ai bien compris que vous récupériez tout ce que vous avez, mais tout ce que vous n'avez pas, comment vous assurez-vous
que, par exemple, s'il y avait eu une inspection santé ou une inspection de l'IGF ou de fiscale locale, par exemple, si vous êtes saisi sur un établissement au niveau national, mais qu'il y a eu un contrôle fiscal 2 ans avant, ou qu'il y a eu un contrôle de la DAS 5 ans avant, enfin de la protection de l'enfance, ou du département pour d'autres problématiques. Comment vous assurez-vous d'avoir connaissance de ça? Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans les cas que nous avons travaillés, ce qui remonte forcément, c'est le cloisonnement entre les administrations et qui fait qu'on a des inspections qui ne tiennent absolument pas compte de documents que nous, on a récupérés dans le cadre d'une commission d'enquête parce qu'on a des pouvoirs élargis et transversaux, en coupe transversale, c'est ça que je dis, le 360. Et comment vous assurez-vous de ça au début de l'enquête pour ne passer à côté de rien? Il est vrai, vous avez raison, c'est qu'on a effectivement des articles du Code de l'éducation qui nous permettent de réclamer en quelque sorte un certain nombre de documents, mais on va avoir une limite que vous, par rapport à vous. C'est-à-dire qu'on a des articles L 241.2 et L 241.3 qui nous permettent effectivement de récupérer un certain nombre de documents, mais soit on a, au fil de notre enquête, connaissance des autres documents ou des autres rapports, et dans ces cas-là, on peut les récupérer parce qu'on arrive à les récupérer, mais on est de droit, on ne peut pas aller les demander aux administrations que vous évoquez, sauf si on peut les demander, mais on n'est pas forcément, ils ne sont pas obligés de nous les donner. Généralement, quand on a ce type de demande, effectivement, on s'adresse à eux et on peut les récupérer. Mais ça peut être une difficulté pour avoir d'autres éléments. Alors j'aimerais maintenant qu'on entre dans 3 cas particuliers qui vont nous permettre d'éclairer vos fonctionnements. Le cas du collège privé sous contrat Stanislas de Paris, le cas du lycée privé sous contrat, non, il ne l'est plus, Averroès de Lille, et le cas du lycée public Pierre Bayenne de Châlons en Champagne. Des rapports de l'inspection générale ont été rendus sur ces 3 établissements ces derniers mois, ces dernières années. Je voudrais commencer par le collège Stanislas. Et nous avons consulté les PV d'audition des parents d'élèves et des élèves qui ont été entendus par l'inspection générale. Ces PV d'audition font apparaître que dans 17% des cas, des témoignages d'insultes, de propos, de violences homophobes sont remontés par les parents ou les élèves. Pourtant, nous ne trouvons nulle trace de ces témoignages dans le rapport. La question de l'homophobie au collège Stanislas est présentée comme un problème révolu, renvoyant aux années de la manif pour tous, c'est-à-dire en 2012, et quand l'homophobie est identifiée, elle est strictement réduite aux agissements d'un catéchiste, alors que ces témoignages, donc nombreux, portent sur une série d'encadrants, préfets, surveillants, enseignants, catéchistes. Et il y a d'ailleurs un seul témoignage d'élève qui est rapporté dans le rapport, page 24. Le voici. Je n'ai pas eu connaissance d'homophobie. Je connais des gens homosexuels dans ma promo. Ils ne sont pas embêtés. C'est donc un témoignage qui blanchit l'établissement et qui écarte absolument l'idée qu'il y ait des comportements homophobes à Stanislas. Comment expliquez-vous cette contradiction entre le contenu des témoignages présentés devant les inspecteurs généraux et le rapport final transmis au ministre? Alors, pour ma part, j'ai lu le rapport à cette occasion. Vous imaginez bien qu'avant de prendre mes fonctions, je n'y avais pas eu accès. Je dois vous dire que tout de même, j'ai été frappée par un certain nombre de points qu'ont relatés les inspecteurs généraux, qui me semblent quand même relativement précis, détaillés, et qui reviennent sur les constats qu'ils ont pu avoir sur un certain nombre d'éléments dans le règlement intérieur de cet établissement, dans la forme des voyages scolaires, dans des livrets qui sont genrés, dans le fait qu'ils précisent qu'il n'y a pas eu de témoignage de la part d'enseignants ou de personnes de l'équipe éducative, à part la personne qui, justement, a fait l'objet d'un article 40 par les inspecteurs généraux, et que les difficultés apparaissaient être plutôt entre les élèves. Donc, je rejoins moyennement votre avis tout de même sur la nature des faits qui sont relevés par le rapport, qui me semble encore une fois quand même particulièrement détaillé sur un certain nombre de points.
dans cet établissement et qui relève de ces sujets-là et qui quand même, pour conclure sur une forme, donc on rappelle que l'établissement a connu une période où l'homophobie était ouvertement assumée, pour dire que y compris des propos relatés, cela n'existerait plus avec le directeur actuel, mais que si lors des auditions, elle n'a pas eu de propos homophobes tenus par les enseignants, il y a eu des interpellations de cette nature entre élèves, et enfin de pouvoir considérer que l'attitude, les fonctionnements, même s'ils n'étaient pas organisés de manière institutionnelle, puisque c'est ce qui apparaît dans le rapport également, eh bien, pour autant, cela pouvait tendre à une analyse qui puisse être favorisée, je lis exactement les termes du rapport, favoriser un climat de rejet de l'homosexualité et par voie de conséquence propice au risque d'homophobie. Il me semble pour autant que le rapport dit vraiment un certain nombre de choses sur ce point-là, me semble-t-il. C'est en tout cas ma lecture. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ce point. Alors le rapport parle de risque, donc de l'ordre de l'hypothèse, il parle de faits anciens, il parle de propos entre élèves. Et les PV d'audition contredisent, je crois, entièrement cette description qui me paraît vouloir réduire le phénomène à la façon dont vous venez de le restituer. Je voudrais vous interroger, puisque Caroline Pascal, lors de son audition le 31 mars dernier, indiquait qu'au fond, l'analyse qui aurait pu conduire les inspecteurs généraux à caractériser l'homophobie au collège Stanislas d'institutionnel ou de systémique, eh bien, renvoyait au fond à la liberté, à l'indépendance des inspecteurs généraux. Qu'est-ce qui peut conduire l'inspection générale à caractériser comme systémique ou comme institutionnel des violences, ici des violences homophobes, mais la question est plus ouverte. Vous savez, de manière générale, je ne sais pas, que peut-être Christelle voudra compléter, vous dites bien que je n'étais pas en fonction à cette époque-là, mais pour autant, je crois que ce que les inspecteurs généraux essaient de faire, et y compris dans la discussion dans la collégialité, c'est de recueillir tous les éléments, et des éléments qui parfois peuvent être à charge et d'autres qui peuvent être à décharge. C'est ça aussi, une inspection générale. Et c'est ça aussi ce qui fait que, quand j'évoquais tout à l'heure avec une formule moyennement élaborée, de tirer les fils, mais c'est aussi ça, c'est-à-dire d'écouter, d'entendre les uns et les autres et de se dire il faut aussi que l'on rencontre telle et telle personne et d'avoir la vision la plus complète et la plus objectivée possible. Et ensuite, dans la discussion collégiale, d'en tirer des conclusions, ce qui apparaît le plus objectif et le plus proche de la vérité. Voilà. Et encore une fois, dans la lecture que j'ai pu avoir dans ce rapport, je trouve que les descriptions des éléments qui ont pu remonter aux collègues inspecteurs généraux sont encore une fois très précises et très détaillées, voilà, sur un certain nombre d'éléments qui pouvaient avoir tendance à, mais qu'ils n'ont pas considéré effectivement comme être une stratégie ou une politique délibérée portée par l'établissement. D'où, je pense, la non-reconnaissance d'un caractère institutionnel d'une homophobie. C'est en tout cas ma lecture du rapport. Oh, pardon. Alors j'entends à charge et à décharge. À décharge, je vois bien, je vous ai relu cette unique citation d'un élève qui dit qu'il n'y a pas d'homophobie. À charge, je mets des guillemets, je ne crois pas qu'il s'agisse là véritablement d'être à charge pour le coup, mais toutes ces citations d'élèves, de parents décrivant des comportements homophobes, on ne les retrouve pas, entre guillemets, dans le rapport. Je voudrais aussi vous dire que dans ces PV d'audition, on trouve une série de témoignages, 3, en tout cas j'en ai relevé 3, d'élèves, de parents, qui font également apparaître un climat raciste dans l'établissement. Je vais vous lire quelques extraits de ces PV d'audition. Celui de R, élève. Le préfet m'interpelle sur l'origine de ma famille et de mon patronyme. Lorsque je lui explique que mon père était français et ma mère marocaine, il me dit « Ah, finalement, vous êtes un peu chez vous, vous aussi ». Le prof d'allemand m'a interpellé en disant « le jeune A » comme s'il s'était retenu de dire « le jeune arabe ». Des blagues sur mon prénom de la part d'un autre élève qui fait le rapprochement avec les attentats du 11 septembre. R, parents d'élèves. Le catéchisme est assuré soit par un prêtre, soit par des parents d'élèves. Selon les personnes, les critiques contre les autres religions sont plus ou moins fortes, notamment contre les musulmans, les orthodoxes ou les juifs. T, élève. J'étais assise sur une marche avec une amie. Le préfet est venu nous voir. Mon amie portait une jupe. Il lui a dit « Cette tenue assise sur une marche n'est pas correcte. Ça fait SDF roumaine ».
Le seul élève racisé de la classe reçoit une remarque d'un professeur. « Alors, tu as traversé la Méditerranée ? Pourquoi vous portez votre manteau ? Ah oui, c'est parce que vous venez des pays chauds. » Donc là, je veux dire, ce sont donc des témoignages qui viennent de plusieurs élèves et parents d'élèves. Et là encore, nous n'en trouvons aucune trace dans le rapport de l'inspection générale. Le mot racisme n'apparaît jamais dans ce rapport. Pourquoi ? Je ne sais pas vous répondre. Vraiment, je ne sais pas vous répondre. Voilà. Alors je comprends que vous n'étiez pas en fonction à l'époque, mais vous êtes aujourd'hui la chef de l'inspection générale. Quel est votre regard sur un rapport d'inspection qui ne caractérise pas comme systémique ou institutionnel des violences homophobes alors qu'elles sont décrites par plusieurs élèves et parents d'élèves et qui pointe la responsabilité de plusieurs personnels encadrants, enseignants, catéchistes, préfets, surveillants? Et comment comprenez-vous que des PV d'audition d'élèves et de parents qui font apparaître des propos racistes, nous n'en trouvions aucune trace dans le rapport de l'inspection générale? Alors on trouve des références effectivement qui relèvent des dimensions genrées avec les incidences que ça peut avoir. Effectivement. Non, mais si quand même. Puisque vous y faisiez référence sur la tenue d'une fille et qui là sont largement reprises. Hein. Oui, j'ai compris. Mais ça allait aussi avec le fait de relever que la tenue ou l'attitude vestimentaire de la jeune fille en question n'apparaissait pas correcte. J'ai bien compris le qualificatif déplacé de roumaine à cette occasion. Mais cela étant, il y a quand même beaucoup de références sur ces aspects-là et sur la tenue des filles, le vernis, le maquillage, les cheveux qui doivent être attachés, etc., qui sont largement repris. Mais après, au-delà de ça, je suis désolée, moi j'ai pas plus d'éléments de réponse, je ne crois pas que mes collègues en aient. Je me permettrai de relayer cette interrogation auprès des collègues qui ont mené la mission, si vous le voulez bien. Alors, Madame la chef de l'inspection générale, le rapport sur la question du sexisme est tout à fait précis. Et en effet, le sexisme qui règne à Stanislas est détaillé. Les inspecteurs ont un regard très, très précis et le caractérisent comme tel. Mais je le redis, et ce sont des faits différents. Les faits de racisme ne sont jamais évoqués et les faits d'homophobie ne sont jamais caractérisés de systémique et d'institutionnel. Donc je me permets une dernière fois de vous demander si vous considérez qu'il n'y a pas là quelque chose qui est une contradiction ou une question pour vous entre des PV d'audition, et vous nous avez dit au début de cet entretien l'importance de ces auditions. C'est presque le cœur d'ailleurs du travail des inspecteurs généraux. Cette contradiction très forte entre le contenu des PV et le contenu du rapport. Quel commentaire, cette contradiction, à mon avis majeure, à propos des phénomènes de violence homophobe et de violence raciste, quel commentaire cette contradiction vous conduit-elle éventuellement à faire ? Je ne vais pas vous répondre autre chose que cette phrase qui, je trouve, quand même dit beaucoup de choses sur le fait de favoriser un climat de rejet de l'homosexualité et par voie de conséquence propice au risque d'homophobie. Ce n'est pas une phrase neutre. Oui, Madame la directrice, quand même, j'aimerais souligner le caractère un peu ubuesque de la situation, puisque quand on a demandé à l'ancienne inspectrice générale, elle nous a dit « je ne suis plus en fonction, donc je ne peux pas répondre ». Et quand on demande à la nouvelle directrice, elle nous dit « je ne peux pas répondre non plus ». Donc il va falloir trouver une solution, même par écrit, mais il va falloir nous trouver une réponse à nos questions. Mais c'est la réponse que je vous ai faite tout à l'heure sur le fait d'interroger les collègues qui ont porté le rapport, parce que ce que je vous dis là rejoint également les propos que j'ai eus en début de notre audition sur le fait que ce sont les inspecteurs généraux en charge du rapport qui sont sous leur responsabilité, sous leur signature, en responsabilité de ce qu'ils ont écrit, et non pas sous la responsabilité hiérarchique d'un chef de service, que ce soit la précédente ou l'actuelle. Donc c'était le sens de ma réponse tout à l'heure, et je vous ferai un retour sur ces éléments-là. Très bien, merci. Je vais passer au lycée Averroès de Lille désormais. Dans le rapport de l'IGESR qui a été publié en juin 2020, cette appréciation est portée sur l'établissement. Je cite le rapport. « Averroès œuvre au quotidien par ses pratiques pédagogiques et éducatives d'excellence aux réussites scolaires, personnelles et professionnelles des élèves et à l'émergence de citoyens responsables, autonomes et épanouis.
je dois dire que mon regard de lecteur sur ce rapport de l'inspection générale est considérer que l'inspection générale porte un regard très favorable, très positif sur le fonctionnement de l'établissement Averroès, en tout cas en juin 2020. Comment comprenez-vous dès lors que la transmission de ce rapport à l'autorité politique, au ministre, ait été suivie 3 ans plus tard par la rupture du contrat d'association du lycée Averroès de Lille? Et je veux redire qu'une rupture de contrat d'association est un phénomène absolument exceptionnel, car c'est probablement là, la 2e rupture de contrat d'association dans l'histoire de la loi Debré, votée en 1959, et qui concerne aujourd'hui 7500 établissements. C'est donc un fait absolument exceptionnel. Rupture du contrat d'association en 2023, après que le rapport d'inspection générale de 2020, au fond, est un regard très favorable, très positif sur le fonctionnement de l'établissement. Comment expliquez-vous ce qui peut apparaître comme une contradiction? Écoutez, le rapport de l'inspection générale est effectivement positif, y compris sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement. C'est ce que les inspecteurs généraux ont constaté à ce moment-là. Les décisions qui ont été prises ensuite, comme le prévoient les textes, et notamment l'article L 442-11, ont été prises par le préfet de département sur d'autres fondements, sans doute, que le rapport d'inspection générale. Mais en tout cas, le rapport d'inspection générale lui-même ne fondait pas une décision de rupture du contrat d'association. Merci, c'est extrêmement clair. Alors, le préfet que nous allons auditionner demain se fonde sur des griefs de nature pédagogique, mais qui ne sont pas apportés par l'inspection générale, qui sont apportés par la Chambre régionale des comptes des Hauts-de-France. Comment comprenez-vous qu'une Chambre régionale des comptes apporte un commentaire pédagogique sur le fonctionnement d'un établissement privé sous contrat? Nous n'avons pas ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, il est public, mais au-delà de la connaissance de ce rapport, le fait qu'une Chambre régionale des comptes intervienne sur le fonctionnement pédagogique d'un établissement privé sous contrat, est-ce que c'est une situation que vous avez déjà observée? Est-ce que c'est une situation qui vous paraît s'inscrire dans un cadre réglementaire, légal? Objectivement que c'est à la Chambre régionale ou à la Cour des comptes que vous devriez poser la question plutôt qu'à moi. Non, Eric. Non, pas à notre connaissance. Au-delà de ça, pour revenir toujours sur le même sujet, sur les liens entre l'inspection générale et les autres administrations, vous avez parlé tout à l'heure d'inspection conjointe avec l'IGAS, avec l'IGF. Ici, on voit qu'il y a eu une inspection générale sur un établissement Averroès à Lille, puis un rapport de la Chambre régionale des comptes qui fonde une décision du préfet. Est-ce qu'il existe des conventions de travail, de fonctionnement, d'observation entre l'inspection générale et d'autres administrations ou des chambres comme la Cour des comptes au niveau national, comme la Chambre régionale des comptes? C'est-à-dire comment est organisé ce travail entre l'inspection financière, l'inspection pédagogique et demain, on l'espère, l'inspection du climat scolaire et de la vie scolaire et du respect des bien-être des élèves? Alors, lorsque nous travaillons avec d'autres inspections générales, nous le faisons dans le cadre d'une lettre de saisine conjointe des ministres concernés, typiquement. Vous voyez ? Et donc chaque ministre s'adresse à son inspection générale, et donc nous avons une lettre de mission conjointement signée par les ministres qui s'adressent à leurs inspections générales concernées. Voilà. J'avance parce que le temps passe, mais un commentaire, j'ai quand même le sentiment d'un 2 poids 2 mesures assez choquant entre le sort de l'établissement Stanislas, pour lequel il y a des témoignages abondants de violences homophobes, de violences racistes, et dont le contrat d'association perdure, et le sort du lycée Averroès de Lille, où le rapport de l'inspection générale est très favorable, très positif sur le plan de son fonctionnement pédagogique, et là, il y a une rupture du contrat d'association. Je voudrais évoquer rapidement maintenant, pour finir sur mes questions, le rapport d'inspection portant sur le lycée public Pierre Bayen de Châlons-en-Champagne. Alors, c'est un rapport qui est assez intéressant, qui est très intéressant, parce qu'il revient sur des faits de violence sexuelle d'un enseignant sur des élèves, et il cherche à identifier
pourquoi des signalements n'ont pas été transmis de la chef d'établissement jusqu'au niveau supérieur et pourquoi il s'est passé un certain nombre de mois avant que des décisions soient prises. Et en conclusion de ce rapport, il y a une série de préconisations. Il y en a une qui m'a interpellé, je la cite. Elle vise les cadres supérieurs de l'académie et elle propose la mise en place d'une sensibilisation-formation sur les modalités d'exercice de l'article 40 du Code de procédure pénale dispensée au niveau de la direction de l'encadrement et ou de l'académie. C'est-à-dire que vraiment c'est une proposition qui vise le sommet de la hiérarchie administrative de l'académie de Reims et qui laisse entendre que le personnel d'encadrement de cette académie ne maîtrise pas la procédure ou le contexte qui peut conduire à mobiliser l'article 40. Il faut dire que dans la circonstance, c'est un article 40 transmis par une association qui va conduire à une réaction, enfin, des services de l'éducation nationale. Alors, est-ce qu'il faut comprendre que la procédure relative à l'actionnement de l'article 40, faut-il comprendre qu'elle est méconnue par l'encadrement l'encadrement des administrations déconcentrées du ministère de l'Éducation nationale? En fait, effectivement, ce rapport sur cet établissement est le reflet de ce que j'évoquais tout à l'heure sur les typologies différentes, où là, on est vraiment dans le cadre où l'inspection générale intervient a posteriori, et son rôle est de regarder les dysfonctionnements, ce qui a pu conduire à ce qu'une décision appropriée n'ait pas été prise en temps utile. Ce qui d'ailleurs relève aussi et permet de refléter aussi l'indépendance de l'inspection générale qui va faire des constats assez négatifs sur le fonctionnement aussi bien là de la chef d'établissement, si je me souviens bien, et quand même il y a beaucoup de défaillances dans le niveau d'information qui relevait d'elle, et ainsi que celui au final de toutes les étapes. En fait, là, il y a eu des dysfonctionnements au départ de la chef d'établissement, au niveau de la DSDEN et au niveau du rectorat. Et au final, c'est ça le sens des préconisations pour dire que là, quand même, globalement, il y a eu des défaillances dans chacune des étapes. Et donc de recommander effectivement qu'un certain nombre de choses se soient réappropriées, et notamment les procédures utiles qui peuvent être apportées. Mais je ne sais pas si Christelle, tu as le rapport sous les yeux, s'il y a des choses à comprendre. Peut-être indiquer effectivement, et nous on le voit lorsque nous dispensons les formations aux enquêtes administratives et la méthodologie JUSR, qu'il y a toujours des questions sur l'article 40 et notamment sur l'articulation entre l'enquête administrative et l'enquête pénale qui n'ont pas du tout la même finalité. Et là, force est de constater effectivement qu'il y a un besoin de professionnaliser sur ces éléments-là, sur l'indépendance des procédures et leur articulation. Et je pense que c'était ce qui était visé également, puisque dans le cas précis du rapport que vous évoquez, on a bien vu qu'il y avait aussi eu de mémoire un échange avec le parquet, qu'il y avait effectivement peut-être des éléments qui pouvaient faire arriver à cette proposition de sensibiliser, et peut-être sur l'article 40, quand est-ce qu'il doit être actionné, et puis sur cette articulation enquête administrative, enquête pénale. Je crois que ce que vient de dire Christelle Gélard est très juste. On le vérifie, et malgré tous nos efforts d'information et de rappel, et quels que soient les secteurs, hein, c'est vrai dans l'éducation nationale comme dans le monde sportif, comme le monde de l'enseignement supérieur, d'arriver à ce que les acteurs intègrent qu'une enquête administrative ou une procédure disciplinaire sont découpées d'une enquête judiciaire. La temporalité n'est pas la même, les méthodologies ne sont pas les mêmes, et c'est pas parce qu'on n'est pas sanctionné au judiciaire qu'on ne va pas être sanctionné au disciplinaire, ou l'inverse. Et ça, c'est un sujet que l'on répète régulièrement. Je pense que ça peut faire partie des rappels que vous faites de votre côté aussi, parce que nous vérifions régulièrement que ce n'est pas extrêmement clair dans la tête des acteurs, y compris peut-être par inquiétude que l'un ou l'autre interfère et interfère pas de bonnes conditions, vous voyez. Mais c'est un élément effectivement prégnant. Et dans le cas de Bayern, mais plus largement que ça.
Je vous remercie. Alors, il va nous rester quelques minutes. Je sais que les deux rapporteurs ont encore une dernière question et ensuite on passera aux questions de mes collègues députés et on s'arrêtera au maximum 10 minutes. Voilà, merci. Allez-y. Donc, on a bien noté que vous étiez exclusivement saisi par les ministres pour mener une inspection générale. Est-ce qu'il y a des dossiers qui sont signalés ? Je ne sais pas ce que veut dire signaler, non. La seule chose que l'on peut nous préciser, c'est potentiellement le degré d'urgence, c'est-à-dire que de nous fixer un terme potentiel, alors avec toutes les réserves que l'on évoquait tout à l'heure, selon la nature de l'enquête et de ce qu'elle implique, mais l'on peut nous indiquer que l'on souhaite que la restitution du rapport soit rendue à tel horizon. Et c'est d'ailleurs une des évolutions, y compris dans le programme de travail annuel, d'avoir, et ça aide d'ailleurs à nos travaux et à notre organisation, d'avoir des échéances qui sont globalement fixées ab initio. Mais en tout cas, de signaler tel que vous venez de l'évoquer, tel que je peux le penser de ce qu'on voit sur telle ou telle donnée signalée, non. Donc vous, quand vous avez été nommé, vous n'avez aucun dossier passé dans tous ceux qu'on évoque là qui auraient pu être attirés à votre attention de façon signalée et vous... D'accord. Je vous l'assure. Nous pouvons passer aux questions des collègues. Très bien. Alors nous avons Monsieur Chudeau pour la première question. Merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur le rapporteur, Madame la chef de service. Madame et Monsieur les inspecteurs généraux, j'allais dire chers collègues, mais aujourd'hui je suis un commissaire enquêteur, donc ça n'est pas la même chose. J'ai 4 questions rapides, mais un préalable, existe-t-il toujours des IG correspondants dans les académies? Pardon, c'est moi. Pardon, oui, absolument. Alors, il s'appelle plus correspondant académique, il s'appelle CTIG, voilà, ce qui veut dire correspondant territorial de l'inspection générale. Mais oui, effectivement, et au niveau académique et au niveau académie de région également. Oui, merci beaucoup. Vous allez comprendre le sens de cette question préalable. Nous cherchons à établir le fonctionnement de l'État dans la transmission, enfin dans le traitement des faits qui lui sont transmis en matière de violence sexuelle et de harcèlement, etc. Donc, pour que l'État puisse réagir, encore faut-il qu'il soit informé. Et j'en viens maintenant à la question du travail des corps territoriaux d'inspection, et notamment de l'établissement de leur programme de travail annuel, qui est arrêté par le recteur, sous son autorité, bien sûr. Je suppose que l'inspection générale donne un avis, enfin que le correspondant jette un regard sur le programme de travail des corps d'inspection, des IAIPR, des IENET et des IEN CCPD. Monsieur Delorme, ancien secrétaire général de l'enseignement catholique, nous disait la semaine dernière qu'il lui semblait que les établissements privés étaient très peu inspectés, contrôlés ou faisant l'objet d'une enquête administrative. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que vous considérez que les corps d'inspection territoriaux portent suffisamment attention à l'enseignement privé? Et sinon, pourquoi? Enfin, pour quelles raisons, plutôt? Et ensuite, donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer éventuellement ce phénomène? Autre question, je fais la liste rapidement. Vous connaissez évidemment l'application fait établissement. Les faits d'établissement les plus graves remontent aux hauts fonctionnaires de défense et de sécurité, normalement, les plus graves. Est-ce que vous êtes dans la boucle de ces signalements? Et sinon, pourquoi? Ensuite, préconiseriez-vous à l'échelle académique la création d'une unité dédiée au suivi des signalements de violences scolaires à l'égal ou à l'instar de ce qui existe déjà pour les atteintes à la laïcité? Pour les atteintes à la laïcité, il existe le carré républicain qui réagit, qui remonte, etc. Bon. Il n'existe rien, enfin à ma connaissance, dans les académies pour ce qui est la protection, au fond, des enfants qu'on nous confie, c'est-à-dire protection contre la violence. Est-ce que ceci pourrait être une préconisation de l'inspection générale? C'était là les questions que je voulais vous poser. Je vous remercie. Nous passons maintenant à la question de Madame Mesmer, puis celle de Monsieur Bonnet, et vous répondrez peut-être en une seule fois. Si. Merci. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je m'excuse si je dois partir avant votre réponse. Voilà. J'ai une remarque et 2 questions. Je vais essayer d'être assez rapide. La première remarque, c'est que, notamment, par exemple, comme mon collègue Paul Vanier vous a questionné sur la transmission du rapport d'Averroès à 2 personnes, 2 élus.
Vous avez répondu que vous ne saviez pas parce que vous étiez nouvellement arrivé. Je trouve ça quand même assez fort de café de se dire que puisqu'il y a un changement de direction, on perd la mémoire de l'institution sur des sujets aussi importants. Et c'était à plusieurs reprises. Donc je voulais juste le signaler. Ensuite, j'ai une question sur l'Immaculée Conception de Pau. Un article est sorti où on entend, je vais vous le lire du coup, juste un passage. Dans leur rapport de 16 pages, les inspecteurs constatent que cet établissement ne respecte pas le code de l'éducation qui exige que les cours soient dispensés selon les règles et programmes de l'enseignement public et que l'instruction religieuse ne soit jamais obligatoire. C'était déjà le cas en 2021, ça l'est toujours en 2024. Je vous passe tous les détails de ce qui compose cet article, mais qui est quand même, pour moi, choquant à lire. Donc depuis 2021, on le sait, grâce à vos inspections, encore en 2024, qu'il y a des problèmes dans cet établissement. On sait aussi qu'il est subventionné directement par le département et la ville de Pau, dont M. Bayrou est le maire, et pourtant, il n'y a toujours rien. Alors peut-être qu'on va me dire il y a une enquête en cours, mais l'enquête en cours, elle est depuis, il y a un appel, mais elle est récente, elle n'est pas depuis 2021. Donc je voulais vous entendre sur les raisons de tout ça, et puis peut-être quelle est votre analyse sur le fait que vous déposez des inspections en 2021 qui ne sont pas suivies de fait, des inspections à charge. Voilà. La deuxième question et la dernière, Madame Marchand. Je sais que vous êtes nouvellement arrivée à votre poste. Néanmoins, en 2005, il me semble que vous étiez déjà à l'IJA-ENR, donc l'inspection générale de l'administration, de l'éducation nationale et de la recherche. Dans ce cadre-là, je voulais vous poser une question en vous rappelant que vous êtes sous serment. Est-ce que personnellement ou professionnellement, vous avez déjà entendu parler de faits ayant été signalés à Betaram? Et en fonction, j'ai une dernière question, je vous la pose tout de suite. Désormais, il est sûr et évident que des personnes vous signalent des faits dans des écoles, étant donné tous les remontées que nous avons en tant que députés, vous en tant qu'Inspection générale, j'imagine très bien beaucoup de personnes faire des recherches sur leur moteur de recherche et se dire on va aller contacter l'Inspection générale, on a des choses à leur raconter. Que faites-vous des faits qui vous sont signalés aujourd'hui? Merci, on va finir avec M. Bonnet, ensuite on vous laissera répondre. Oui, bonjour, merci Madame la Présidente. Bonjour Mesdames et Messieurs. Deux temps différents, deux questions différentes. Françoise Guelung, enseignante et donc relevant de l'éducation nationale, avait lancé plusieurs alertes dans la fin des années 90. Les enseignants avaient été convoqués, sommés par la direction de ne rien dire sur les violences faites aux enfants. Dans le cadre d'une hiérarchie qui serait harcelante et qui contraindrait les enseignants, quels sont les recours potentiels pour les enseignants vis-à-vis de comment peuvent-ils vous saisir, en fait, potentiellement. Une deuxième partie, là c'est plus, on parlait de la Chambre régionale des comptes, et donc ça me questionne, notamment pour l'établissement Betaram, qui ne publiait pas ses comptes, en sachant que pour les établissements publics, par exemple, il y a les CA tous les ans et les comptes sont contrôlés. Est-ce que c'est le seul établissement, du coup, dans ce cadre, à ne pas publier ses comptes? Et comment est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas de réaction de la part de l'Éducation nationale quand ces comptes ne sont pas publiés? J'ai un petit peu du mal à comprendre au vu du financement des établissements privés par l'État, par les deniers publics. Je vous remercie. Allez-y, Madame la Directrice. Alors, si vous voulez bien, je vais vous répondre moi-même, Madame. D'une part, certes, j'ai été nommée il y a 6 semaines, mais enfin, je crois que pendant 1h30, j'ai répondu à un certain nombre de choses et que je n'ai pas passé mon temps à me cacher derrière le caractère très récent de ma fonction. En tout cas, c'est ce qu'il me semble. Sur l'Immaculée Conception à Pau, je suis désolée, je n'ai pas d'éléments. L'inspection générale n'a pas été saisie de ce sujet-là. Donc, ce n'est pas lié à la nouveauté de mes fonctions, mais au fait que l'inspection générale n'a pas été saisie. Sur Betaram, alors là, je vous le dis dans mes yeux et sous serment, je n'ai jamais entendu parler de Betaram, ni en 2005, ni en 2010, ni après, même si effectivement j'ai intégré l'IGA-ENR en 2005. Et puis, nous n'avons pas, effectivement, de signalement de faits directs. C'est rarissime. En tout cas, depuis ces quelques semaines, j'ai eu un fait de signalement, mais qui n'était pas un signalement de type VSS, qui était un signalement de dysfonctionnement, et sur lesquels, qui était typiquement de l'ordre de la responsabilité du rectorat. Et nous avons répondu formellement à la personne qui nous a écrit très rapidement, le lendemain même, pour dire que nous transmettions ces éléments au rectorat, qu'il a
à qui il appartenait d'instruire le sujet. Peut-être je poursuis avec vous, monsieur, puisque vous évoquiez également le sujet de Bétara. Il faut que vous sachiez quand même qu'au-delà des signalements possibles, il existe, puisque normalement il y a effectivement une voie hiérarchique, et typiquement un enseignant dans un établissement devrait respecter la voie hiérarchique. Il peut aussi ne pas la respecter et s'adresser directement et notamment aux corps qui sont des corps de type inspection santé sécurité au travail par exemple, qui existent dans chacun des rectorats et avec la confidentialité dans la confidentialité qui correspond. Et sur la publication des comptes, je suis désolée, mais là ce n'est vraiment pas de notre ressort de contrôler la publication des comptes de quelques établissements que ça puisse être. Et je passe la parole à Éric Roser sur les questions que vous avez posées. Monsieur le député, donc s'agissant du programme de travail des inspecteurs territoriaux, il est arrêté par le recteur et l'inspection générale, contrairement à ce que vous avez pu connaître du temps de l'IGEN, où c'était inscrit dans son décret statutaire, n'intervient plus dans l'appréciation sur ce programme de travail académique. S'agissant des inspections, il est vrai que depuis la modification de l'évaluation des personnels enseignants et notamment la mise en œuvre des rendez-vous de carrière et du parcours carrière et rémunération, les inspections ont lieu à des temps qui sont prévus par le déroulement de carrière, 6e échelon, 8e échelon, 9e échelon, ce qui a réduit le nombre d'inspections opérées par les personnels d'inspection, inspections individuelles dans les classes. S'agissant de faits établissements, l'inspection générale n'est pas destinataire de faits établissements. Ce sont les autorités académiques et les faits les plus graves remontent, comme vous l'avez d'ailleurs vous-même dit, aux hauts fonctionnaires de défense. S'agissant du suivi, en revanche, en académie, les faits sont suivis par des conseillers techniques des recteurs. Il y a des conseillers techniques établissements et vie scolaire et nouvellement la mise en place des services de défense et de sécurité académiques qui ont précisément cette mission en charge. Bien, je vous remercie. Nous avons terminé. Merci beaucoup.